Bien, bonsoir à tous pour cette dernière rencontre. C'est un peu triste, on va plus se voir pendant quelques temps. Et pour terminer donc aujourd'hui, avec mon collègue Will Ray Brooks qui vient de l'université de Leiden, nous voulons vous parler de la cognition et de la complexité des comportements chez les Néandertaliens. Et en fait, bon, c'est un joli point d'orgue sur cette série de cours, mais c'est un sujet qui est à la fois très riche et très difficile. Et je doute qu'en 2 heures, on puisse épuiser la question parce qu'il y a une littérature énorme sur ce sujet. Et je dois dire, c'est aussi assez typiquement un sujet un peu, comment dire, vous savez, le genre de débat théologique que les anthropologues aiment bien avoir. Donc il y a des oppositions très très fortes, des opinions très marquées, pas toujours justifiées et pas toujours fondées sur des données empiriques bien solides, mais en tout cas il y a une petite guerre de religion autour de ce que l'homme de Néandertal a dans le cerveau. Et donc en gros, il y a ceux qui pensent qu'il a dans le cerveau exactement la même chose que vous et moi, et puis d'autres qui pensent que non. Donc aujourd'hui, moi, pendant la première heure, je vais vous parler surtout de la production matérielle, mais évidemment, ça va être un survol très rapide. C'est juste pour que vous ayez une idée des questions qu'on peut se poser, de la façon dont on aborde ces questions-là. Je vous parlerai aussi de l'aspect plus biologique et génétique même de ces questions de cognition. Et bon, ça a l'air un petit peu séparé de la culture matérielle, mais vous verrez que ça ne l'est pas complètement. Et puis ensuite, le professeur Ray Brooks, lui, s'intéressera peut-être plus à des aspects, je dirais, symboliques de cette complexité comportementale. Et il m'a offert de faire sa conférence en français, ce qui, je pense, doit être apprécié par l'auditoire. Vous devriez peut-être attendre avant d'applaudir. Non, Will parle très très bien français. Alors avant de me lancer dans ces questions à la fois de culture matérielle et puis d'anatomie et de génétique, je voudrais faire une espèce de petite introduction pour situer le problème. Je vous l'ai dit plusieurs fois au cours de mon cours, les Néandertaliens, ici, là, en rouge, ont développé au cours de leur évolution un très gros cerveau. Et ce cerveau, il est d'une taille comparable à celui de l'homme actuel. Et quand on regarde au cours de l'évolution humaine du dernier 1,5 million d'années, comment évolue la taille du cerveau, non pas en valeur absolue, mais en relation avec la masse corporelle, grâce à ce coefficient d'encéphalisation, eh bien, on se rend compte qu'en fait, c'est essentiellement au cours du dernier demi-million d'années que cette taille du cerveau a décollé, si je peux dire, chez les hominines. Et donc, c'est singulièrement chez les ancêtres des Néandertaliens et chez les ancêtres des hommes modernes qu'on va voir, depuis leur séparation, cette augmentation se produire. Et ça, évidemment, ça a une implication, c'est que cette évolution, c'est une évolution séparée, donc elle est animée par beaucoup de convergences. Il y a des pressions de sélection probablement identiques qui agissent, mais en même temps, on le verra à la fin de la première heure, vous verrez que dans la pratique, si je peux dire, cette augmentation, elle va se traduire par quand même des processus de croissance, des caractères anatomiques, voire même un appareil génétique un petit peu différent, et donc potentiellement qui va se traduire par des différences entre le cerveau de l'homme de Néandertal et celui de l'homme moderne. Alors la deuxième implication de cette forte augmentation chez les Néandertaliens et chez les hommes modernes,
et je voudrais que vous pénétriez bien de ça, c'est que, on l'a dit plusieurs fois, le cerveau, c'est un organe très coûteux en énergie, très difficile, enfin très coûteux en maintenance. Hein. Et donc, c'est un coût très très fort pour l'organisme. La semaine dernière, on a parlé de ce que ça impliquait au point de vue de la nutrition, au point de vue du développement des enfants, de leur sevrage, etc. Et donc, pour qu'un organisme se paye, si je peux dire, un organe aussi coûteux, eh bien, c'est que cet organe, il faut qu'il serve à quelque chose, il faut qu'il représente un avantage adaptatif fort. Et donc, pratiquement, je pourrais arrêter là et vous dire, voilà, le simple fait que les Néandertaliens, comme les hommes modernes, aient développé un cerveau aussi gros, ça veut dire inévitablement qu'ils ont une grande complexité comportementale parce que ce cerveau a dû servir à quelque chose, sinon il ne serait pas là. Alors, une fois qu'on a dit ça et qu'on essaie de reconstruire ce que ça a pu être le comportement de ces hommes éteints, on se lance en gros dans ce que, dans la spécialité, on appelle de l'archéologie cognitive. C'est-à-dire qu'on va utiliser à la fois de la paléontologie, mais surtout des données qui viennent de la fouille d'un certain nombre de sites archéologiques, et puis de l'étude du matériel qui sort de ces sites pour essayer de comprendre quel est le niveau de complexité de ces processus cognitifs chez les hommes qui ont laissé ces vestiges derrière eux. Et de mon point de vue, dans cette démarche, il y a un certain nombre de pièges, et ces pièges, malheureusement, on les évite très rarement. Le premier de ces pièges, c'est de penser que l'intelligence, la cognition, c'est une espèce de grandeur mesurable comme la taille du cerveau ou la masse corporelle. Alors malheureusement, ça n'est pas le cas. Et on va en dire quelques mots. Il n'y a pas une mesure de l'intelligence, il n'y a pas une intelligence qu'on pourrait évaluer grâce à un paramètre archéologique ou un autre. Ensuite, il y a un problème qui est un problème que j'appelle de projection. Et ça, c'est un problème qui est récurrent dans les études sur l'évolution humaine. C'est qu'en gros, on a tendance à regarder les hommes du passé comme des hommes du présent, mais qui vivaient dans le passé. Et avec ce genre de démarche, on a imaginé Lucie comme une petite bonne femme qui gambadait dans la savane, et puis des hominines qui vivaient il y a 2 millions d'années, qui habitaient dans des petits villages où ils allaient dans la nature autour pour chasser des animaux et ramener à la maison de quoi faire un barbecue. Et donc, ça, évidemment, c'est une très mauvaise démarche parce qu'il n'y a aucune raison de penser que les hommes du passé, ils étaient juste comme les hommes modernes. Puis ensuite, il y a un troisième problème, c'est que... Alors ça tient aussi à ces débats théologiques qui agitent la discipline, c'est qu'on a tendance à caricaturer un petit peu l'opinion des contradicteurs, et une des façons de caricaturer cette opinion, c'est de simplifier les choses, et en simplifiant les choses, on en arrive souvent à discuter de la présence ou de l'absence d'un trait particulier. Et je voudrais vous donner quelques exemples pour vous montrer que c'est vraiment une vision très, très simplificatrice. Alors d'abord, pour ce qui est de l'intelligence et de la cognition, bon, il y a toute une littérature sur la question, mais en gros, les gens qui s'intéressent au développement de la cognition chez les enfants et qui s'intéressent aussi à ce qui se passe chez les grands singes, par exemple, eh bien, dans le fond, ont assez vite identifié qu'il y avait plusieurs catégories, si je peux dire, d'intelligence. Et alors, ce que je vous présente là, cette liste, c'est une proposition. C'est une proposition qui est en grande partie tirée d'un ouvrage d'un auteur anglais qui s'appelle Stephen Mitton, qui a beaucoup écrit sur la question, qui a écrit un livre très, très intéressant en 1996. Mais il y a beaucoup de gens qui ont produit des listes comparables. Donc l'idée, c'est qu'en fait, il y a une espèce d'intelligence générale, et cette intelligence générale, elle est en particulier à l'œuvre
pendant les premières années de la vie, quand il s'agit d'apprendre un certain nombre de choses, mais à côté de cette intelligence générale, il y a des espèces de modules qui ont des fonctions bien particulières. Alors j'aime bien, dans le livre de Mitten, il parle d'une structure en cathédrale, hein, avec une nef centrale, qui est l'intelligence, puis des chapelles sur les côtés, qui sont ces espèces de modules. Et parmi ces modules, il y a une intelligence matérielle, une intelligence qui est centrée sur l'objet. L'objet au sens large, ça peut être un outil, ça peut être les animaux, ça peut être les plantes, donc une connaissance, par exemple, j'allais dire de l'histoire naturelle, hein, qui est vraiment une forme d'intelligence qui est très importante chez les chasseurs-cueilleurs en particulier et chez les hommes qui produisent des outils. Ensuite, il y a une intelligence qui est une intelligence conceptuelle et qui est quelque chose d'un petit peu différent, puisque là, il s'agit de mettre en œuvre des processus mentaux qui vont permettre en particulier de prédire des choses. Alors, cette prédiction, elle est nécessaire, par exemple, dans la fabrication des objets au cours d'une chaîne opératoire. Elle est à l'œuvre quand on fait des plans à long terme sur des déplacements, la chasse, l'utilisation du paysage. Puis ensuite, il y a deux autres formes d'intelligence qui sont très différentes de celle-là. C'est ce qu'on appelle l'intelligence sociale ou l'intelligence machiavélienne. Et ça, c'est tout ce qui a trait aux relations avec les autres individus du groupe. Et on range là-dessous tout ce qui est théorie de l'esprit, j'allais dire manipulation de l'esprit des autres, capacité à créer des coalitions entre des individus pour réaliser des choses. Et on peut très très bien avoir une grande intelligence matérielle centrée sur l'objet ou même une intelligence conceptuelle et être très très mauvais en termes d'intelligence sociale ou d'intelligence machiavélienne. Ce ne sont pas des choses qui sont forcément liées. Il y a aussi une intelligence linguistique. Certains pensent qu'il y a aussi une intelligence mathématique qui est différente, mais enfin bref, il y a une intelligence linguistique qui est centrée, elle, sur la mise en œuvre d'une syntaxe complexe pour la production d'un langage complexe lui aussi. Et donc, tous ces modules, à un moment donné, en tout cas chez l'homme moderne, dans son développement, eh bien, il les intègre. Hein. Et donc, il y a dans l'intelligence telle qu'elle est conçue aujourd'hui, une espèce de fluidité dans l'intégration et le passage d'un de ces modules à l'autre. Et Mitten parle de l'ouverture de ces chapelles sur la nef centrale. Hein. Il y a des murs qui tombent et on arrive à intégrer tout ça. Et donc, une des questions qui se pose à propos du passé, c'est que, d'abord, est-ce qu'on peut mesurer le degré de complexité de tous ces modules? Bien, évidemment, non. Dans le domaine archéologique, il est, j'allais dire, assez facile de s'intéresser à tout ce qui va être centré sur les objets, sur les outils, sur la faune, sur l'exploitation du milieu. L'intelligence conceptuelle, on y a accès d'une certaine façon, en particulier les chaînes opératoires, l'utilisation du paysage. Mais alors, quand il va s'agir de s'intéresser à l'intelligence sociale ou à l'intelligence linguistique, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Sans parler de l'intégration entre tous ces modules. Et donc, on peut se poser la question de savoir, dans le fond, quand ces différents modules se sont développés, à quel degré et comment ils ont été intégrés. Et rien ne nous dit que ça a été le cas chez les hommes de Néandertal ou même chez des hommes modernes anciens. Alors la projection, c'est quoi? Bien, voilà, ça, ce sont des blocs de manganèse qui viennent donc d'oxyde de manganèse qui viennent d'un gisement du sud-ouest de la France. On en trouve pas mal dans des niveaux du moustérien final, donc laissés derrière eux par les Néandertaliens. Et comme c'est noir, que ça a été gratté, que ça a plus ou moins la forme parfois d'un crayon, que c'est poli, eh bien, immédiatement, d'abord, on les interprète comme des pigments, ce qui n'est pas forcément évident, parce que ça a pu être utilisé pour autre chose que produire de la couleur. Mais une fois qu'on a décidé que c'était pour produire de la couleur, immédiatement, on saute sur un exemple moderne pour interpréter cette réalité. Et donc, voilà, cette jeune dame, Tarirapé, du Brésil, qui porte des peintures corporelles. Ces peintures, elles varient
au sein du groupe, avec l'âge, avec le statut social, avec le sexe, elles ont une valeur symbolique. Et on est déjà en train, en gros, de dire les Néandertaliens, ils ont la même capacité de conceptualisation parce qu'ils utilisent ces blocs de manganèse, d'oxyde de manganèse. Alors, de façon un peu provocatrice, je voudrais vous montrer une photo de cet oiseau, qui est le gypaète barbu. Et ce gypaète barbu, c'est un grand vautour très très beau, qui vit dans les régions méditerranéennes et qui a une très très belle couleur orange. Bien, cette couleur orange, elle n'existe pas chez les jeunes gypaètes, parce que ce n'est pas la couleur des plumes, c'est une couleur que le gypaète se passe lui-même sur le corps. Hein. Donc le gypaète barbu recherche dans la nature de l'ocre rouge. Et d'ailleurs, il y a même des gens qui ont observé que quand ils n'en trouvaient pas, j'allais dire de façon naturelle, ils étaient capables d'aller en extraire. Hein. Ils étaient capables d'aller picorer des roches pour produire de l'ocre rouge. Et on connaît ça non seulement chez le gypaète barbu, mais un certain nombre d'autres espèces d'oiseaux qui se colorent, soit, alors c'est un petit peu mystérieux pourquoi ils le font, ça a certainement un rôle dans les relations de dominance entre individus ou dans leur reproduction. Et donc, si je voulais être provocateur, je dirais, après tout, rien ne nous empêche d'imaginer que nos Néandertaliens, eh bien, je ne sais pas, pour se reproduire, peut-être que les dames néandertaliennes avaient envie d'être toutes noires ou toutes rouges et que ça marchait mieux. Et donc, on n'est pas obligé d'imaginer des choses forcément aussi compliquées que chez l'homme moderne. Alors, présence-absence versus fréquence-complexité. Alors là, on pourrait passer toute la soirée à en parler, que ce soit pour le langage, l'inhumation, la capacité à manipuler des symboles, la théorie de l'esprit, enfin, toute une sorte de traits qu'on considère comme typiquement humains. Quand on gratte un petit peu, on se rend compte qu'ils existent à des degrés parfois pas très développés, mais qu'ils existent dans le monde animal et qu'il y a certainement toute une gradation de comportement, de complexité de plus en plus grande, d'intensité, de fréquence de plus en plus grande, et que donc c'est un petit peu naïf de simplement vouloir décider s'il existe un art néandertalien ou pas, en disant, voilà, si je trouve un hashtag comme ça sur un rocher, ça veut dire la même chose exactement que de produire des représentations comme celle-là qui ont été laissées par des hommes modernes en Europe quelques milliers d'années après la réalisation de ce graffiti peut-être néandertalien. Alors, après cette introduction, lançons-nous donc dans cette intelligence centrée sur l'objet. La préhistoire paléolithique, ce qu'elle produit massivement, c'est de l'outillage lithique. Donc il y a une espèce de submersion, si je peux dire, par les données qui viennent de cette fabrication d'outillage lithique. Et la préhistoire s'est construite en grande partie autour de ça. Finalement, c'est assez récemment qu'on a commencé à s'intéresser à d'autres aspects du comportement humain. Et donc, en ce qui concerne les Néandertaliens, on a beaucoup écrit sur la complexité, la beauté même, dans le cas de ces jolis petits bifaces, de cette production lithique. Et on a parfois tenté, en étudiant les modes de production de ces objets, eh bien, de remonter à d'autres processus cognitifs, comme par exemple le langage. Et là encore, je pense qu'il y a un petit problème, parce que même si on prouve que chez l'homme moderne, les processus mentaux qui sont à l'œuvre dans la fabrication d'un objet comme celui-là sont des processus qui sont comparables à ceux de la production du langage, ça ne veut pas dire que c'était le cas chez un néandertalien ou un hominine plus ancien. Alors pour ce qui est du côté esthétique, il faut quand même bien se rendre compte que la plupart des beaux objets paléolithiques qu'on voit figurer dans des ouvrages sont des objets qui ont été minutieusement choisis, triés, au milieu de millions d'autres qui ne sont pas forcément aussi jolis à regarder. Et donc, c'est vrai qu'il y a de très très beaux bifaces, surtout dans le moustérien final, mais c'est vrai aussi qu'il y en a beaucoup qui sont moches, et beaucoup plus qui sont moches que
de bifaces qui sont très beaux. En fait, quand on regarde la production lithique moustérienne, en général, ce n'est pas très impressionnant pour un non-spécialiste. Hein. Je ne sais pas si ça vous parle, mais pour un spécialiste, il sait y reconnaître une industrie moustérienne. Ça ressemble à des éclats sur lesquels on a dégagé un bord coupant, retouché ou pas retouché, et un point, c'est tout. Alors, en étudiant la morphologie de ces objets, on a créé toute une typologie, et cette typologie, c'est la reconnaissance d'outils, entre guillemets, auxquels on a donné des noms. Racloir transversal, racloir denticulé, etc. Donc il y a une typologie qui a été établie par les préhistoriens depuis le XIXe siècle. Et en étudiant la distribution de ces types d'outils dans différentes couches, de différents gisements, on a créé des industries, on leur a donné des noms. Alors ces industries, c'est quoi? C'est des assemblages d'outils qu'on a parfois un peu rapidement assimilés à des espèces d'ensembles ethno-linguistiques. Vous savez, comme si on disait, voilà, la tribu des Apaches dans le passé, c'est le moustérien de type Kina. Donc ça a été quand même un peu l'idée qui était là derrière, à la fois d'établir une chronologie de ces ensembles et puis en même temps d'établir des entités culturelles. Alors si, on verra ça l'année prochaine, mais si dans le Poétique supérieur, on peut, j'allais dire, assez facilement identifier des ensembles comme ça, qui sont limités à la fois géographiquement et chronologiquement, c'est loin d'être aussi facile quand on est dans le Paléolithique moyen. D'abord, encore une fois, là on a affaire à un choix d'objets qui ont été mis sur les planches d'un livre. Dans la réalité, quand on veut séparer ces différents types de moustériens, par exemple, eh bien, on fait appel à des pourcentages de ces différents objets, et puis on décide qu'à partir d'un certain pourcentage de denticulés, par exemple, eh bien, ça va devenir un moustérien adenticulé. Ça ne veut pas dire forcément que ce moustérien denticulé, c'est une entité discrète, séparée des autres moustériens. Ça veut dire simplement qu'il a un pourcentage qui, peut-être par 1%, dépasse ce qui permet de définir ce moustérien. Et de fait, quand on regarde à l'intérieur d'un gisement, par exemple, différents moustériens dits typiques, on voit qu'il y a des variations. Et donc, le moustérien souvent apparaît comme une espèce de continuum, beaucoup plus que ce qu'on a on va avoir plus tard dans le Poétique supérieur ou des périodes plus récentes. Alors, toute cette typologie, elle a connu une espèce de crise à un moment donné. On s'est mis à critiquer tous ces objets. Pourquoi? Parce qu'on a dit, dans le fond, la typologie du Paléolithique moyen, ce n'est pas une typologie des Néandertaliens, c'est pas une typologie qui était reconnue par les Néandertaliens, c'est une typologie de préhistoriens, plutôt que de préhistoriques. Et en particulier, un certain nombre de gens ont dit, mais enfin, tous ces objets auxquels on a donné des noms, en fait, parfois ne représentent que des stades d'évolution d'un même objet, un éclat sur lequel on a utilisé un bord tranchant, qu'on a retouché encore et encore, et en faisant ces modifications, cette réduction, on l'a fait passer par plusieurs stades qui nous permettent à nous, dans les collections, de mettre des étiquettes. Et donc, il y a eu une espèce de rejet en grande partie de cette approche typologique, et on lui a substitué, depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années, on a substitué, ou plutôt on a complété cette typologie par une étude de ce qu'on a appelé les chaînes opératoires. Alors, qu'est-ce que c'est que les chaînes opératoires? Eh bien, c'est plutôt que d'étudier simplement les produits finaux qu'on trouve, réduits qu'on trouve dans les sites paléolithiques, de se demander, dans le fond, quel a été l'itinéraire suivi par cet objet depuis son extraction dans la nature sous la forme d'un bloc de matière première brute, son transport, son débitage, la production d'éclats, l'utilisation de ces éclats. Alors comment ces éclats sont retouchés?
comment on produit une certaine forme, comment cette forme va être utilisée jusqu'à ce qu'elle devienne un déchet et finalement abandonnée. Et donc, on a fait de grands efforts pour reconstituer toute cette ligne de comportement. Mais il faut bien se rendre compte quand même que l'idée, quand même, ça a été, et c'est toujours d'ailleurs, je crois, de reconnaître des espèces de traits comportementaux, de traditions, qui vont permettre de réussir là où la typologie a un peu échoué. C'est-à-dire, dans le fond, l'idée, c'est toujours d'identifier des entités culturelles dans le passé. Alors, un des points centraux de cette analyse des chaînes opératoires, c'est ce qu'on appelle le débitage, c'est-à-dire la production d'éclats, de lames qui vont être ensuite modifiés pour produire ce que nous considérons comme des outils retouchés. Alors, c'est donc une combinaison de typologie et puis de la reconnaissance de différents types de débitage qui maintenant identifient ces assemblages du passé. Alors, pour le paléolithique moyen, en Europe occidentale, on parle essentiellement de ces trois types de débitage de nucléus. Et il y en a un dont vous avez sûrement entendu parler déjà, qui est le débitage levallois, qui est quelque chose qui est extrêmement répandu, voire dominant dans le paléolithique d'Europe occidentale, mais qu'on trouve dans bien d'autres régions, au Proche-Orient, en Afrique. Et on pense même que ce débitage levallois, il a pu être inventé, si je peux dire, de façon indépendante dans différentes régions du monde. Alors de quoi il s'agit ? Il s'agit de produire, à partir d'un bloc de matière première, un nucléus qui ressemble à une espèce de carapace de tortue. Et cette carapace de tortue, on peut lui donner une forme déterminée, plus ou moins allongée, plus ou moins globulaire. Et grâce à cette forme, on peut dans le fond prédire la morphologie, la taille et la morphologie de l'éclat qu'on va retirer de ce nucléus. Donc voilà un monsieur qui est en train de débiter un éclat sur un nucléus levallois, et voilà, il arrive à dégager un éclat ovale qui a une certaine épaisseur, une certaine forme, grâce à la préparation initiale de ce nucléus. Alors donc, comme je vous l'ai dit, en jouant sur la forme de ce nucléus, sa préparation, on peut obtenir des éclats plus ou moins allongés, on peut obtenir des pointes, on peut obtenir aussi des lames, on peut obtenir toutes sortes d'objets. Donc aujourd'hui, on combine ça avec une approche typologique qui est peut-être moins, j'allais dire, ambitieuse qu'autrefois, plus prudente, pour essayer de caractériser ces industries. On va revenir aux industries lithiques dans un petit moment, mais je voudrais faire une excursion vers d'autres matières premières pour vous dire que même si le paléolithique moyen en particulier, c'est vraiment la domination de la pierre sur tout le reste, eh bien, cette domination, il faut bien comprendre qu'elle est en grande partie liée à la conservation. Et c'est parce que les outils en pierre sont quasiment indestructibles qu'on en trouve des quantités absolument extraordinaires dans certains gisements paléolithiques et qu'on en trouve pratiquement partout où les hommes ont posé le pied sur cette planète. Cette image, c'est une image qui est une image un peu fallacieuse parce qu'il y a évidemment d'autres matières premières qui ont pu être utilisées par les hommes. Et occasionnellement, quand on a de la chance, on peut se rendre compte qu'en particulier le bois a été aussi quelque chose de très très important pour ces hommes. On en a déjà parlé quand on a parlé des Homo erectus et de la prédation exercée par les hommes sur la nature, mais on pense, et on a des bonnes raisons de penser, que ces objets en bois, et en particulier des armes en bois, ont eu une très très grande importance dans le passé. Malheureusement, le bois est très très mal conservé. Il n'y a que dans quelques gisements, de façon un peu exceptionnelle, qu'on peut trouver des outils en bois ou des armes en bois. Soit dit en passant,
Je vous ai montré tout à l'heure des encoches et des denticulés. On pense qu'un certain nombre de ces encoches, justement, servaient à fabriquer des objets en bois comme celui-là. Il s'agit d'une lance qui fait presque un peu plus de 2,40 m, je crois, qui a été trouvée en Basse-Saxe, dans un gisement qui s'appelle Leringen. Il manque un chiffre là, le chiffre 5. C'est une lance qui date du dernier interglaciaire, qui a été découverte toute déformée, toute arrondie, mais qu'on a redressée, et qui a été découverte entre les côtes d'un éléphant. Et donc, on pense qu'elle a pu servir même à tuer cet éléphant. Alors, on connaît quelques objets comme ça. On en a trouvé en Angleterre. On en a trouvé surtout récemment, plus récemment, dans un gisement qui s'appelle Schöningen, qui est aussi en Basse-Saxe, en Allemagne, qui est beaucoup plus vieux, 300 000 ans. Hein, donc, on est vraiment chez des formes néandertaliennes très, très anciennes. Et là, on a trouvé une quantité assez importante d'objets en bois, surtout des lances, certaines qui étaient très certainement des armes qui pouvaient être jetées, mais il y en a aussi une ou deux qui ont une taille telle qu'elles étaient plutôt des armes de haste, si je peux dire, hein, pour frapper un animal. Et on les a trouvées au milieu d'animaux qui ont probablement été tués avec ces lances, en l'occurrence des chevaux essentiellement à Schöningen. Alors, ce qui est très intéressant à propos de ces lances, c'est qu'elles ont été fabriquées avec beaucoup de soin. Le bois qui a servi à les fabriquer a été choisi avec soin. C'est une espèce particulière. La pointe est taillée dans la base des tiges. Elles ont été façonnées de façon très, très soigneuse. Et évidemment, quand ces objets ont été décrits, dès le début, on s'est rendu compte que ça traduisait une capacité technique de ces néandertaliens, même anciens, assez extraordinaire. On a même comparé ces armes à des javelots d'athlétisme modernes pour montrer qu'ils avaient des caractéristiques aérodynamiques, de poids, de forme qui étaient tout à fait remarquables. Donc, voilà quelque chose qui contraste un petit peu avec ce que je vous ai dit sur les industries lithiques. Alors, évidemment, si on s'intéresse aux chaînes opérateurs, au débitage paraissent très sophistiqués, mais le produit final est parfois un petit peu, j'allais dire, décevant pour les yeux d'un profane. Là, on a des objets qui sont extrêmement soignés, extrêmement beaux dans leur fabrication. Et à Schöningen, on n'a pas que ces armes. Hein. On a des objets en bois un petit peu mystérieux. Donc, il y a toute une partie de cette technologie qui nous échappe. Pour mémoire, je vous montre cette omoplate de cheval qui a été trouvée à Boxgrove. Alors là, on retourne encore beaucoup plus loin dans le temps, simplement pour vous signaler que cette tradition de fabrication d'armes en bois est quelque chose qui est très ancien en Europe. Et donc, il y a un savoir-faire qui s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui, en fait. Alors, curieusement, quand on va regarder dans le domaine des matières animales, eh bien, c'est un petit peu décevant. On sait que, évidemment, les hommes ont chassé des animaux pour les manger. On sait aussi, parce qu'on a des traces de découpe sur un certain nombre de pièces osseuses, qu'ils ont dépecé ces animaux pour utiliser la fourrure. On a même des petits carnivores qui ont été dépouillés de cette façon-là. Donc il y a une utilisation assez, j'allais dire, intense de la ressource animale, mais de façon un petit peu curieuse, si je peux dire, eh bien, l'os qui va être au paléolithique supérieur utilisé de façon extrêmement intense et puis surtout avec des techniques extrêmement poussées, extrêmement soignées pour produire des armes de jet, des poinçons, des aiguilles à coudre, des objets d'art hein, même. Eh bien, dans le moustérien, cet os, il est traité un petit peu comme la pierre finalement. Hein. Et donc ça s'enracine dans une tradition
plus ancienne, parce que déjà dans l'Acheléen, on a des gisements où on trouve des bifaces qui sont faits en os, souvent de l'os d'éléphant, de gros animaux comme ça, et qui est traité exactement comme la pierre, c'est-à-dire ces gros bouts d'os sont taillés avec des éclats pour produire des bifaces. Et on a dans les gisements moustériens occasionnellement des pointes qui en gros sont des éclats d'os pointus qui ont été utilisés, aménagés un petit peu, et sur lesquels on a des polis qui sont à la fois des polis de façonnage, mais aussi des polis d'usage. Donc une utilisation de l'os, mais sans, sans transformation importante, et surtout sans standardisation des formes qui sont produites. Et puis on a des objets comme celui-là, ce qu'on appelle un retouchoir, c'est-à-dire des objets qui ont été utilisés pour la percussion, pour la taille de la pierre. Donc du côté des os, très très peu de choses, avec quand même une exception, vers la fin, vraiment la fin du moustérien, on a deux gisements, en particulier dans le sud-ouest de la France, qui ont produit ce qu'on croit être des lissoirs. Ça, c'est un lissoir moderne, c'est un objet qui est utilisé pour le travail du cuir. Et on a 3 objets comme ça qui ont été décrits, qui sont des objets avec une pointe arrondie, une extrémité arrondie, qui présentent un poli, probablement donc utilisé pour le travail de la peau. Alors, ces objets qui viennent de l'abri Péronie et de pêche de l'Azéen, c'est quand même des objets qui datent de l'extrême fin du Paléolithique moyen, et on aura l'occasion d'en reparler. Ils datent en fait d'une époque où on soupçonne qu'il y a déjà en Europe, pas très loin, des hommes modernes. Et ces hommes modernes, ils fabriquent des objets comme ça depuis assez longtemps. On a en Afrique du Nord en particulier, dans l'Attérien, on a des lissoirs comme ceux-là qui ont peut-être presque 100 000 ans. Donc ça, c'est une question qui va se poser de façon récurrente, c'est-à-dire les changements qu'on voit se développer dans l'extrême fin de la période d'existence des Néandertaliens. Est-ce que ce sont des objets qui sont, j'allais dire, le fruit d'innovations locales, ou est-ce que c'est de la diffusion à distance d'innovations qui se sont produites autre part? Alors, pour finir avec tout cet aspect technique, je voudrais vous montrer quand même ces exemples d'emmanchement. On connaît dans le Paléolithique moyen des objets en pierre qui portent de la résine ou qui portent du bitume, des choses comme ça. On peut aussi regarder les traces d'usure sur les tranchants de ces éclats et se rendre compte qu'il y a des parties qui ont été protégées, réservées, probablement parce que ces objets ont été emmanchés. Et donc c'est quelque chose évidemment qui est très très mal connu parce qu'on n'a pas les manches en bois de ces objets, mais on soupçonne qu'à la transition entre ce qu'on appelle le Paléolithique moyen, entre le Paléolithique inférieur et le Paléolithique moyen, eh bien, justement, l'abandon progressif d'outils comme les bifaces, alors ils ne disparaissent jamais complètement, on les trouve jusqu'à la fin du Paléolithique moyen, mais disons l'accent qui va être mis de plus en plus sur des éclats, en particulier avec le débitage levallois, eh bien, c'est quelque chose qui est probablement un effet du développement de l'emmanchement, parce qu'évidemment, quand on utilise des objets comme des bifaces, on les tient directement à la main, avec des éclats. Le fait de pouvoir les emmancher rend leur utilisation beaucoup plus facile, encore que dans de nombreux cas, on s'est probablement certainement contenté simplement de produire des éclats pour couper ce qu'on avait à couper. Alors, certains de mes collègues ont continué dans la voie des moustériens de type différent et ont essayé de voir si on pouvait observer une espèce de succession systématiquement toujours la même, de différents assemblages qu'on aurait pu identifier comme des espèces à la fois de stades successifs d'évolution culturelle et puis
encore une fois, d'entités, peut-être d'entités ethno-linguistiques. Alors ça, c'est un effort assez admirable mené par un de mes collègues de l'Université de Bordeaux. Vous voyez, pour une région particulière du sud-ouest de la France, où il a rangé, en fonction du temps et des différentes régions, différents types de moustériens. Alors ces moustériens, ils sont caractérisés à la fois par des traits typologiques. Là, il y a un moustérien final à grand racloir, et puis avec du débitage. Alors, vous voyez qu'il y a une certaine, j'allais dire, cohérence. Par exemple, tous ces moustériens en violet sont des moustériens dits de type Kina. En gros, ils correspondent à cette phase froide du stade isotopique 4, mais ils continuent un petit peu après. Et puis, il y a des choses comme ce moustérien de tradition acheuléenne. Vous savez, celui où on trouve ces jolis petits bifaces triangulaires qui se retrouvent plutôt vers la fin. Le problème avec ce genre de construction, c'est qu'elle ne marche pas à 100%. Et donc, on a un certain nombre de gisements dans ces régions-là où, malheureusement, on ne trouve pas cette stratigraphie-là. Et donc, on va trouver, par exemple, dans la fin du moustérien, des moustériens à denticulés avec un débitage discoïdal au-dessus du moustérien de tradition acheuléenne. C'est ce qu'on s'attend à trouver en général, mais parfois, ça ne marche pas. Il y a quelques gisements où, à cet endroit-là, on n'a pas ça. Et donc, encore une fois, l'impression qu'on a, c'est que cette division en entités culturelles, elle est un petit peu floue, un peu difficile à mettre en évidence. Je crois que je vous ai déjà montré ça. C'est une carte à plus grande échelle qui vous montre ce moustérien final sur le nord-ouest de l'Europe. C'est un autre travail récent où on a tenté d'identifier les frontières un petit peu entre ces différentes entités. Ici, ce moustérien de tradition acheuléenne sur essentiellement la France et peut-être une partie des îles britanniques, pendant qu'en Allemagne, on a ce Kahle-Messer Group avec des objets bifaciaux qui ont une forme très particulière avec un tranchant et un dos qui est opposé à ce tranchant, alors qu'on trouve ces petits bifaces moustériens dans le MTA. L'impression qu'on a, c'est quand même que dans ce monde-là, il y a une grande variabilité des assemblages et que cette variabilité, elle tient en partie à des traditions culturelles, mais elle tient aussi à des activités qui sont poursuivies dans certains gisements à certains moments, en relation avec ce que les hommes avaient à y faire, donc les activités, les sources de matières premières. Et donc, on a une espèce de continuum entre ces entités, en tout cas beaucoup plus qu'on aimerait l'avoir. Et juste pour mémoire, je vous montre un joli petit biface comme celui-là, que j'ai photographié dans un musée qui est près de chez moi en Allemagne, dans le musée de Chemnitz. Et il vient d'un gisement qui s'appelle Sprota, qui est en Saxe, c'est-à-dire qui est par là. Et vous voyez qu'il ne devrait pas y être, mais il y est. Et donc, ça vous montre bien que ce n'est pas une division qui est aussi catégorique que ça. Alors, on compare souvent tout cet ensemble d'industries du paléolithique moyen avec ce qu'on a dans le paléolithique supérieur. Et on a tendance souvent à définir ce paléolithique moyen, ce moustérien, un petit peu en creux, en négatif par rapport à ce qu'on va trouver dans le paléolithique supérieur. Donc il y a des choses qu'on ne trouve pas dans le paléolithique moyen. J'ai déjà parlé de la rareté des objets vraiment avec des formes standardisées, du peu d'investissement dans les matières dures animales, de cette différenciation culturelle qui reste un petit peu floue, qu'on voit apparaître, mais qui n'est pas aussi marquée que ce qui va apparaître dans le paléolithique supérieur. Et puis après, il y a tout un tas de choses dont je n'ai pas parlé, et peut-être que Villeray-Brooks en parlera tout à l'heure, qui tournent autour de la production d'images, de la production
d'objets de parure, d'inhumations complexes et de choses comme celle-là. Et j'insiste sur le fait que cette différence qu'on fait entre le moustérien et le paléolithique supérieur et qu'on présente souvent comme une différence entre néandertalien et homme moderne, c'est bien une différence entre paléolithique moyen et paléolithique supérieur. Parce que de fait, si on va regarder les hommes modernes du paléolithique moyen dans leur paléolithique moyen à eux, qui est un paléolithique moyen africain ou du Proche-Orient, et on aura l'occasion l'année prochaine d'aller regarder ça, eh bien, on verra qu'on trouve un petit peu les mêmes différences que celles qu'on a entre néandertaliens du paléolithique moyen et hommes modernes du paléolithique supérieur. Alors, toujours est-il que quand même ces choses-là étaient en place, j'allais dire, au moment du remplacement par les premiers chasseurs-cueilleurs du paléolithique supérieur d'Europe. Mais dans le fond, la question que posent ces différences, c'est de savoir, est-ce que dans le fond, ces différences sont des différences dans le développement technique et dans l'accumulation d'innovations au cours du temps. Et donc, on est en train de comparer deux strates chronologiques différentes. Ou est-ce que ce sont des différences qui sont des différences intrinsèques, des différences entre hommes modernes et néandertaliens? Alors, la réponse, elle est un petit peu ambiguë, parce que, d'abord, je vous l'ai dit, quand on regarde ce qu'on appelle le Middle Stone Age d'Afrique, on se rend compte qu'on n'a pas dans le Middle Stone Age d'Afrique des instruments de musique ou des représentations mythologiques. Hein. Et donc, c'est donc en grande partie une espèce de développement historique qui est différent. Mais vous allez voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Alors, il y a, avant de passer à l'aspect plus anatomique, pour finir, je voudrais, enfin biologique pour finir, je voudrais dire quand même que je vous ai expliqué qu'il manquait des tas de choses dans le moustérien qu'on trouve dans le paléolithique supérieur. On se pose des questions quand même à propos de ce qui se passe à l'extrême fin du moustérien, au moment où les hommes modernes arrivent en Europe. Et on va trouver dans une tranche de temps où on sait qu'on a des hommes modernes en Europe, des industries comme celle-là, le châtel-péronnien, qui a été décrit parfois comme une industrie de transition entre le moustérien et le paléolithique supérieur, que certains regardent comme une industrie du paléolithique supérieur. Le fait est que dans deux gisements en Europe, on aura l'occasion d'en parler quand on parlera du remplacement, eh bien on a trouvé de l'industrie osseuse qui est beaucoup mieux que ce qu'on trouve normalement associé à des néandertaliens, et puis aussi des productions lithiques qui sont tout à fait différentes de ce qui s'est fait dans le moustérien, et même des objets de parure, des dents percées, des coquillages transformés en pendeloques, enfin des coquillages fossiles, tout ça associé à des néandertaliens. Alors, je ne vous cache pas que ça suscite beaucoup de discussions au sein des spécialistes, hein, entre spécialistes. Il y en a certains qui pensent que c'est un mélange, que ce n'est pas quelque chose de prouvé, que en fait, ce ne sont pas des néandertaliens qui ont fabriqué ça. Il y en a qui pensent que les néandertaliens ont inventé ça tout seuls, juste au moment où les hommes modernes arrivaient. Puis il y en a qui pensent que en fait, c'est parce que les hommes modernes arrivaient que les néandertaliens se sont mis à faire ces choses-là sous l'influence de leurs voisins. Alors évidemment, si c'est le cas, ça montre en tout cas que même si ce n'était pas dans le répertoire, j'allais dire, traditionnel des néandertaliens, toujours est-il qu'ils avaient la capacité, la faculté bien de produire ces objets ou de s'intéresser à ces objets de parure. Alors je voudrais prendre, pour finir, 10 minutes pour vous dire que quand même, il ne faut pas lâcher complètement la différence intrinsèque entre néandertaliens et hommes modernes. Je vous ai expliqué que le cerveau des néandertaliens et des hommes modernes avait évolué indépendamment pendant une longue période. Et de fait, on trouve, quand on regarde la morphologie de cette boîte crânienne et de ce qu'il y a à l'intérieur, on trouve des différences. Alors on trouve des différences pas dans la taille,
mais on trouve des différences déjà dans la forme et surtout dans le développement. Alors, à propos de la forme, de loin, ça vous paraît presque identique, mais quand on regarde de plus près, on se rend compte qu'il y a des différences dans la zone frontale, dans la région de la base du crâne et du cervelet, on va y revenir dans un instant, et puis surtout, dans la zone pariétale, les Néandertaliens ont, dans le fond, gardé une morphologie qui est une morphologie relativement ancienne, simplement en agrandissant, si je peux dire, le cerveau de forme plus ancienne, mais sans modification radicale, comme on l'observe chez l'homme moderne, avec un développement très important de ces bosses pariétales. Alors, on a étudié avec beaucoup de soin, maintenant on a les moyens, j'allais dire mathématiques, de le faire, ces variations de forme, et on sait qu'à la base du crâne, en particulier, il y a des différences dans la morphologie des lobes temporaux entre hommes modernes, néandertaliens et formes plus anciennes. Il y a des choses assez curieuses. Par exemple, on s'est rendu compte que les zones qui étaient concernées par l'olfaction étaient plus développées apparemment chez l'homme moderne que chez les néandertaliens. Ça paraît un peu contre-intuitif, mais ce n'est pas l'idée forcément qu'on s'en fait, mais peut-être que les hommes modernes ne sont pas si mauvais que ça pour ce qui est de l'olfaction. Donc des petites différences. On a du mal évidemment à savoir ce qui là-dedans est fonctionnel et ce qui est lié simplement à un processus de développement un petit peu différent. Alors pour ce qui est du développement, c'est quand même tout à fait intéressant de considérer que je vous ai déjà parlé de ces différences dans la zone pariétale entre la forme d'un cerveau de néandertalien et d'un homme moderne, et d'ailleurs d'un homme moderne avec pratiquement n'importe quoi de plus ancien. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que quand on regarde la croissance de l'encéphale chez un enfant, chez un nouveau-né et pendant les premières années de la vie, eh bien on se rend compte que quand on regarde la croissance de l'encéphale, eh bien ce sont justement ces zones qu'on sait différentes entre néandertaliens et hommes modernes adultes, qu'on voit se modifier le plus rapidement au cours des premières étapes de la croissance de l'enfant. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup, j'allais dire, intrigués. Et je vous ai montré déjà cette image qui montre un nouveau-né de néandertalien et un nouveau-né d'homme moderne, en vous disant qu'on a des différences nettes déjà dans l'anatomie, en particulier de la face, qui permet de reconnaître un petit néandertalien nouveau-né d'un nouveau-né moderne. Je vous ai parlé aussi de l'oreille interne, de tas de choses qui étaient différentes. Alors curieusement, quand on superpose l'encéphale d'un nouveau-né néandertalien et d'un nouveau-né moderne, eh bien, ils sont pratiquement identiques à la naissance. Et donc c'est tout à fait remarquable parce que, dans le gros, ces différences qu'on voit chez l'adulte sont des différences qui vont se mettre en place au cours de la croissance, et au cours de la croissance, pas n'importe quand, mais au début de la croissance. Je vous ai déjà parlé de ces méthodes de morphométrie 3D qui permettent de représenter par des trajectoires en 2 dimensions des modifications de forme. Alors, quand on utilise ces méthodes sur le développement encéphalique chez les néandertaliens et chez les hommes modernes, eh bien, ce qu'on observe, c'est quoi? C'est que donc, toutes ces lignes sont des lignes de développement qui vont d'une forme à une autre, et ces chiffres représentent des groupes d'âge. En fait, représentent des stades d'éruption dentaire, pour simplifier. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sont des étapes qui séparent un nouveau-né d'un adulte. Au départ, nos petits néandertaliens et nos enfants modernes, ils sont dans le même endroit sur cet espace de forme. Au cours du développement, les néandertaliens ils vont connaître un agrandissement de leur cerveau avec un changement de forme relativement modeste et suivant une trajectoire qui est une trajectoire, je dirais, classique, traditionnelle, qu'on trouve chez d'autres hominides, et en particulier qu'on connaît chez le chimpanzé. Vous voyez que c'est une trajectoire qui est parallèle. C'est la trajectoire qu'on a
appelée la phase ancestrale de développement. Et cette phase ancestrale de développement, elle existe aussi chez les hommes modernes. Mais elle existe chez les hommes modernes seulement à partir d'un certain âge. Et avant ça, les hommes modernes ont ajouté une phase supplémentaire qu'on a appelée la phase de globularisation, et c'est la phase pendant laquelle apparaissent ces différences qui vont être perceptibles chez l'adulte, c'est-à-dire le développement des bosses pariétales, une modification de la forme du cervelet, donc qui donne cette forme beaucoup plus globulaire à l'encéphale de l'homme moderne. Et ça, c'est très intéressant parce que on sait que pendant le tout début de la vie, juste après la naissance, le cerveau qui est en croissance et qui développe sa matière blanche, tout son câblage, il est extrêmement plastique et extrêmement susceptible de répondre à des stimuli extérieurs qui vont, dans le fond, orienter son développement. Et donc, on pense que c'est une grande différence entre les hommes modernes et les néandertaliens et d'autres formes plus anciennes. Alors, marginalement, on pense que l'ajout de cette phase de développement, disons entre la naissance et à peu près 1 an, probablement a rallongé un petit peu le temps de développement de l'encéphale chez l'homme moderne. Et vous vous souvenez que la longueur de développement de l'encéphale, c'est quelque chose qui est important pour la complexification de nos capacités cognitives, parce qu'on est exposé encore plus longtemps à ces stimuli extérieurs qui vont remanier sans cesse le câblage de notre cerveau. Quand on regarde la façon dont se distribuent les volumes endocrâniens chez des enfants néandertaliens au cours de la croissance par rapport à ce qu'on observe chez l'homme moderne, on voit que par rapport au volume de naissance, ils ont tendance à être dans la fourchette haute de la variation moderne. Tous ces âges sont des âges qui sont probablement des âges un petit peu surévalués parce qu'ils sont fondés sur les éruptions dentaires. Et quand on utilise des méthodes fondées sur les microstructures dentaires, en général, on obtient des âges plus jeunes. Donc tous ces points que vous voyez là, probablement qu'il faudrait les décaler un petit peu vers la gauche. Et donc, ça nous dit probablement que ce développement cérébral était un peu plus rapide chez les néandertaliens que chez les hommes modernes. Et ça a certainement des conséquences sur le plan cognitif. Alors, cette région pariétale qui fait la différence, qui se développe de façon plus importante chez l'homme moderne et qui se développe au début, qu'est-ce que c'est ? Bon, c'est difficile. Vous savez, on n'a pas dans chaque partie du cerveau une fonction bien précise. L'imagerie fonctionnelle nous a montré que le cerveau fonctionnait de façon intégrée et compliquée. Mais en fait, on s'est quand même intéressé beaucoup à cette région depuis qu'on s'est rendu compte qu'elle avait une importance particulière chez l'homme moderne. Et les gens qui travaillent là-dessus, en gros, ce qu'ils nous disent, c'est que c'est une partie du cerveau où un grand nombre d'informations sont intégrées et notamment, on pense que c'est une zone du cerveau où on peut se faire une représentation de la réalité extérieure, on peut se faire une représentation interne. Et donc, je serais tenté de dire que la représentation que se faisaient les Néandertaliens de leur monde n'était pas la même que la nôtre. Alors pour finir, cette liste de gènes qu'on a déjà évoqués et qui sont des gènes dont on sait qu'ils ont muté chez l'homme moderne depuis la séparation avec les Néandertaliens et depuis la séparation avec les Denisoviens. Et tous les gènes qui sont listés là sont des gènes qui sont présents chez tous les hommes modernes, donc ils ont probablement une très grande importance adaptative, puisqu'ils sont répandus certainement en partie par sélection positive chez tous les hommes modernes. Les gènes qui sont marqués en couleur rouge ou verte sont des gènes qui sont impliqués dans le développement ou dans le fonctionnement cérébral. Et quand ces gènes sont endommagés
chez un homme moderne, eh bien ce petit enfant, parce que c'est un enfant, va subir de la retardation psychomotrice, de l'autisme, des formes d'encéphalopathie, des syndromes divers. Donc on pense que tous ces gènes qui sont impliqués dans le développement cérébral ont été soumis à une pression de sélection chez l'homme moderne depuis la séparation avec les Néandertaliens. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que les Néandertaliens étaient autistes, hein. Je suis en train de vous dire simplement qu'ils ont une version différente de ces gènes-là et on a des raisons de penser qu'ils fonctionnaient de façon un petit peu différente. Alors, parmi ces gènes, il y a un gène qui ne figure pas là, mais je voudrais en dire un mot pour finir, qui est un gène qu'on appelle le gène FOXP2. Ce gène, je pense que certains d'entre vous en ont entendu parler, et c'est un gène auquel on s'est intéressé après s'être rendu compte que sa mutation provoquait des difficultés dans l'élocution ou la compréhension du langage. Et c'est un gène qu'on a découvert dans une famille anglaise où il y avait des tas d'individus qui avaient toute une généalogie d'individus qui avaient des difficultés de production de la parole. Le gène FOXP2, ça n'est pas un gène de la parole. Depuis, on a fait des expérimentations, en particulier en implantant une version primitive du gène, ou au contraire, plutôt une version, humaine du gène dans des souris pour voir ce qu'elles faisaient. Alors, elles ne se mettent pas à parler, hein, mais grâce à ces expériences, on s'est rendu compte que c'était un gène qui était impliqué dans la connectivité cérébrale et dans la capacité d'apprentissage. En particulier, ça rend ce qu'on appelle l'apprentissage procédural beaucoup plus facile, beaucoup plus efficace. Et donc, c'est certainement quelque chose qui est important pour les hommes pour apprendre à parler quand ils sont enfants. Eh bien, on s'est longtemps demandé si ce gène FOXP2 il était identique ou différent chez les Néandertaliens. On sait aujourd'hui que les Néandertaliens ont la même version du gène FOXP2 que les hommes modernes. Et donc, quand ça a été publié, un certain nombre de gens se sont jetés là-dessus en disant, vous voyez, on vous l'avait bien dit, les Néandertaliens parlent exactement comme vous et moi, et ont la même capacité d'apprentissage procédural, etc. etc. Depuis que cette séquençage a été publié, on s'est rendu compte que, oui, le gène FOXP2 existe à peu près sous la même version chez les Néandertaliens et les hommes modernes, mais il y a un autre gène qui régule le fonctionnement de ce gène, qui par contre, lui, est différent. Et donc, vous voyez que c'est une histoire quand même peut-être un petit peu plus compliquée que ça. Je pense que ce qu'il faut retenir surtout de cette liste, c'est que vous voyez qu'il y a quand même un grand nombre de gènes qui sont là listés et qu'il est peu probable que tous ces gènes-là ont muté en même temps. En d'autres termes, ce que je suis en train de vous dire, c'est que depuis la séparation néandertalien-homme moderne, il y a eu une évolution des Néandertaliens et il y a eu aussi une évolution des hommes modernes. Et dans le fond, je pense que peut-être qu'on s'abuse un petit peu en utilisant cette expression d'homme moderne, parce qu'on a tendance à penser que les hommes modernes, même ceux qui sont très anciens, bien dans le fond, ils sont exactement comme nous. Et en fait, la leçon principale de cette liste, c'est que probablement au cours de l'évolution des hommes modernes, il y a aussi une accumulation de mutations et une complexification d'un certain nombre de fonctions cérébrales. Et ce n'est peut-être pas si surprenant que ça de voir que quand on remonte il y a 100 000 ans ou 200 000 ans, les hommes modernes, dans le fond, ils ne se différencient pas tant que ça des Néandertaliens, que c'est seulement quand on se rapproche du présent, et en particulier de cette transition poétique moyen, poétique supérieur, qu'on voit ces différences se manifester de plus en plus. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et puis je vais passer la parole à mon collègue.